12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau. Tous les jours, l'équipe des Midis de Culture vous concocte une table critique et on débute cette semaine avec l'opéra et la musique classique. Nous parlons d'abord d'une nouvelle mise en scène à Paris de Don Giovanni de Mozart. C'est à l'Opéra Bastille. On verra d'ailleurs si c'est si nouveau que cela. Et puis, on parlera de cette sortie d'album. Un album de la pianiste Yua Wang qui a notamment joué les 4 concertos pour piano de Rachmaninoff. C'est à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance du compositeur. Et on en parle avec vous, Anna Sigalevitch, bonjour. Bonjour Géraldine, bonjour Nicolas. Vous êtes journaliste et autrice et on en parle aussi avec vous, Charles Ardenne, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des contenus d'Olyrix et de Classiqueo. Bienvenue donc à tous les deux dans les Midis de Culture. Merci. Don Giovanni de Mozart est donc de retour à l'Opéra Bastille avec une mise en scène signée Klaus Guth. Créé à Prague en 1787 par Mozart, Don Giovanni est un classique de l'opéra, mettant en scène donc le mythe de Don Juan. L'acte 1 s'ouvre sur un combat et sur le meurtre d'un père, alors que Donna Anna est violée, on pourra en débattre par Don Giovanni. Son père, le commandeur, le provoque en duel et succombe à ses blessures. Alors l'originalité de cette mise en scène, qui est à découvrir à Paris depuis un peu moins d'une semaine maintenant, mise en scène de Klaus Guth, c'est qu'il imagine que Don Giovanni a été blessé lors de ce duel avec le commandeur. Une bonne occasion pour Don Giovanni de consacrer les dernières heures de sa vie au désir et à la jouissance sur un plateau transformé en forêt noire, brumeuse et en perpétuel mouvement. Anna Sigalevitch, que pensez-vous d'abord de cette ouverture, de ce prologue qui a été ajouté dans cette mise en scène ? Eh bien, je trouve que c'est un concept qui est fort et qui tient, parce que c'est pas juste un concept qui se plaque comme ça sur la scène, mais c'est un concept qui se déploie du début à la fin de l'œuvre. Ça joue tout le temps, ça vit, ça raconte quelque chose et ça reconditionne un petit peu notre vision du personnage et de l'œuvre. Donc ça me plaît beaucoup. Alors, il faut dire que cette forêt, elle est quand même assez particulière. Elle est touffue, elle est nocturne, elle est éclairée par des lumières blanches, que ce soit les lumières de la lune ou des lumières de phares de voiture ou de néon. Mais en tout cas, c'est une forêt qui est presque un peu psychédélique, où on imagine une population un peu interlope à l'intérieur, où les personnages sont un petit peu esselés, ils savent pas où ils vont, elle est sur une tournette, ils sont un petit peu perdus. Donc, elle raconte quelque chose de particulier, cette forêt, elle est belle esthétiquement et elle joue. Ça, c'est la première chose. Dans ce concept, il y a bien sûr le fait que Don Giovanni est mortellement blessé, mais ça commence par une première scène qui est dans un grand, comme un zoom, où c'est comme si on nous montrait à la loupe ou dans un focus des personnages qui sont comme des rats de laboratoire qu'on va observer et se débattre pendant toute la pièce. Donc on nous montre le drame, le point, le climax de l'œuvre, paf, ce meurtre, ce double meurtre, là pour le coup, et ensuite, l'action va commencer et tout va se rejouer. Charles Ardenne, vous avez été séduit aussi, vous aussi, par cette presque pré-ouverture, puisque le rideau ne se lève véritablement qu'après cette première scène que vient de décrire Anna. Absolument, exactement comme Anna l'a expliqué. Ce qui est fascinant, c'est que donc ce geste initial de montrer Don Giovanni blessé lui-même, mortellement en fait, mais à mort lente par le commandeur dans son duel, eh bien ça donne à tout le spectacle une urgence. Son temps est compté, ça justifie, ça explique dans la vision, dans la lecture de Klaus Guth, pourquoi de fait Don Giovanni va se précipiter sur un maximum de chair fraîche dans un temps le plus court et rapide. Alors j'ai quand même envie de dire à nos auditeurs et aux futurs spectateurs, n'ayez pas peur.
même si vous allez avoir peur devant cette forêt, mais n'ayez pas peur de ce concept, parce que c'est vrai que on a beaucoup de public, on a beaucoup de lecteurs qui nous disent il change l'œuvre, ça me plaît pas. C'est du régithéateur, c'est le metteur en scène qui impose sa vision sur l'œuvre. Des fois, en effet, ça peut être excessif, mais là, c'est justifié et ça donne une dynamique au spectacle qui est impressionnante. Après, je suis pas sûr qu'il y ait besoin de le montrer 2 fois, parce que Klaus Guth le montre au ralenti. Au ralenti d'abord. Voilà, d'abord pendant. C'est-à-dire comment ça se passe à de le montrer 2 fois? D'abord, il le montre donc pendant l'ouverture instrumentale, où traditionnellement le rideau est fermé. On profite de cette musique que Mozart, selon la légende, a écrite la nuit précédant la création de l'œuvre. Génie parmi les génies. On ne montre rien pendant l'ouverture, mais là, il ouvre un rideau et un rideau. Derrière le rideau, il y a un rideau en forme d'optique comme de caméra. Un grand cercle Absolument. en fait, qui se détache et qui nous montre cette forêt avant de nous la montrer. Focus vraiment sur cette scène de combat. Et qui la montre au ralenti. Il y aura d'autres effets comme ça cinématographiques. Et pour moi, c'est aussi une clé de l'œuvre. C'est un film d'horreur, cette mise en scène. Complètement, c'est le projet Blair Witch, la forêt. Absolument. C'est le projet Blair Witch. Ce qui est incroyable, c'est qu'il ne met pas pourtant de vidéo en temps réel, alors que pour un metteur en scène moderne, normalement, c'est presque devenu un geste incontournable. On va parler de la modernité de cette mise en scène, on va parler des personnages bien sûr, mais d'abord sur cette forêt qui est donc présente tout au long de l'opéra, des 2 actes. Elle ne bouge quasiment pas, en tout cas, elle est devant nous en permanence et elle tourne. Elle tourne, cette forêt, c'est ce qui permet aux acteurs et aux chanteurs d'entrer, de ressortir, de changer de lieu en fait, même si le décor ne change pas vraiment. Anna Sigálevich, est-ce qu'on se lasse pas un peu? Alors non, moi je me suis pas lassée de ça. C'est un décor, c'est très 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 utilisé à l'opéra, les tournettes, parce qu'évidemment c'est commode, ça permet les entrées, les sorties, ça permet des changements de décor sans changement de décor. Enfin non, ça pour le coup je trouve que ça fonctionne tout à fait. Non, ça m'a plus touché. C'est une vraie question que je me suis posée en revoyant ce spectacle qui est pas si nouveau, on l'a évoqué. Bref, c'est une vraie question que je me suis posée. On se dit un plateau, une forêt comme ça, des arbres qui tournent un peu de temps en temps, est-ce que vraiment ça suffit à faire une mise en scène de tout un opéra? Mais justement, c'est là où ça devient très intéressant de voir ce que Klaus Guth en fait, comment il joue avec les lumières, ces personnages qui se tapissent dans l'ombre, qui sortent de l'ombre, ces personnages qui s'enfoncent dans cette forêt, qui tournent et qui retournent. Et aussi, bien sûr, ça lui permet de creuser un jeu d'acteurs, une psychologie des personnages qui est passionnante. Alors comme dirait Géraldine, vous dodelinez. Alors pourquoi Oui et non, parce que autant je trouve que ce concept très fort, il marche impeccablement sur Don Giovanni, incarné par Peter Mattei, le Don Giovanni des Don Giovanni. Franchement, c'est le roi des Don Giovanni. Ça veut dire quoi? Ça fait combien de temps qu'il joue Don Giovanni? Ça fait plus de 20 ans, 25 ans. Enfin, il était le Don Giovanni de Peter Brook à Aix-en-Provence dans les années 2000. Ça, moi, je l'ai pas vu, mais moi, je l'ai quand même vu, je crois, en 2005 ou 2006, au moment de la création d'Anneke à Garnier. La première, c'était à Garnier. Il était hallucinant à cette époque. Et alors, là, il faut dire qu'il y a une double distribution. Il y a Cal Ketelsen aussi, qui est l'autre Don Giovanni. Donc, nous, on l'a vu avec la première distribution, Peter Mattei. Et moi, je me disais, je le verrais plutôt avec Cal Ketelsen. Peter Mattei, ça va, on l'a vu, on l'a tellement vu, etc. Et en fait, mais non, mais quelle joie de voir un chanteur qui se tient à ce point. Le timbre est sublime. Il est épanoui, il a une ligne superbe, il est humain, il est carnassier, il est beau, il est dangereux. C'est fou, cette incarnation qui ne bouge pas 25 ans plus tard de ce rôle monumental. Mais parce que je sens votre... C'était il y a eu un mais. Oui, sur les personnages, autant donc Don Giovanni, je trouve que c'est formidable. Je trouve que le personnage de Donna Anna est très intéressant. Parce que, mais bon, ça, il faut aussi y revenir parce que, bon, alors, il n'en fait pas la victime d'un viol comme, non, c'est une Don Giovanna, j'allais dire, oui, une Don Anna qui est active, qui est absolument consentante dans la scène sexuelle, dans la première scène, qui se fait prendre par son père et qui s'enfuit. Et donc, voilà, mais elle n'est pas violée. C'est pas du tout ça. Et c'est un personnage beaucoup plus trouble, complexe et même pervers. Ça, c'est un choix de mise en scène? Totalement un choix de mise en scène de Klaus Guth. Ce personnage est très intéressant, ces 2 personnages, et je trouve qu'il y a un trio intéressant formé aussi avec le personnage de Don Ottavio, qui est donc le mari, enfin pas le mari, mais le fiancé de Donna Anna, qui est un personnage un petit peu d'un don de la farce, parce que là, il est pas complètement dupe, il comprend bien qu'il y a quelque chose entre Don Giovanni et Donna Anna, mais il avance quand même. Bon, ces 3 personnages ont de l'épaisseur. Les autres, à mon sens, sont un petit peu
convenu et je trouve pas qu'il y ait d'idée forte ni sur le personnage de Leporello, qui est assez consensuel. Le valet de Don Giovanni. Le valet de Don Giovanni. Pareil pour Zerlina et Mazetto. Enfin, et Elvira, c'est pareil. Je trouve qu'il y a ce trio fort que le reste, bon. Charles Ardenne, est-ce que vous sauvez d'autres personnages dans cet opéra, vous ? C'est l'intérêt aussi de l'art vivant. Je suis pas d'accord. Moi, tous les personnages m'ont intéressé. J'ai trouvé que c'était, pour certains interprètes, un problème d'incarnation. Mais vous avez fait un très honorable lapsus tout à l'heure en parlant des chanteurs comme d'acteurs. Il y a vraiment un travail d'acteur. Certains sont allés plus loin que d'autres dans ce que voulait Klaus Guth. Mais moi, j'ai vu chaque personnage creuser, y compris... Alors moi, j'ai vraiment admiré Leporello. Oui. C'est vraiment ce double à la fois bouffon et cruel. Et puis on a dit que c'était un milieu interlope. C'est plus que ça. Leporello et Don Giovanni, c'est des vagabonds. Ils sont complètement, ils sont accros à la bière et aux drogues dures. Ils boivent de la bière en canette sur le plateau, des tatouages. Est blessé, il faut bien le soigner. Bon bah pour le soigner. Enfin boire de la bière et avoir des tatouages, c'est pas non plus. Non, drogue dure. Il va. Le traitement, c'est. Non, ça va. Le traitement, c'est à coup de seringue, de drogue dure. Ah voilà, c'est ça, parce que vous l'aviez pas dit en fait. C'est d'un autre niveau, on va dire. C'est pas juste boire des bières sur un terrain vague. Non, absolument pas. Et la manière dont les autres personnages aussi sont creusés, même Zerlina qui dans sa robe de mariée immaculée va suivre Don Giovanni, va faire de la balançoire avec lui dans une espèce de jeu. Là encore, ça m'a beaucoup rappelé des films d'horreur d'ailleurs. Et ensuite va retourner d'elle-même après à cette balançoire, comme pour retenter le diable, comme pour se frotter à nouveau à ce grand méchant loup, qui est d'autant plus dangereux et qu'il a l'air attendrissant parce que blessé. Oui, sauf que je trouve, si je peux me permettre, c'est que conceptuellement, oui, mais est-ce que ça joue vraiment ? Est-ce qu'on sent des enjeux forts ? Moi, je ne l'ai pas ressenti comme vous, Charles. Peut-être parce que c'est une reprise d'une production qui a été créée il y a 15 ans, que le metteur en scène n'est pas revenu, et les enjeux, la tension dramatique, ne m'a pas paru très forte, en tout cas en ce soir de première. Vous voulez dire que c'est une mise en scène datée ? Alors, c'est compliqué à dire. Parce que 2008-2023, bon, il s'est passé beaucoup de choses, surtout si on veut faire une mise en scène, si je comprends bien, assez moderne, avec de la bière, des tatouages, des feux de bagnole, des terrains vagues, voilà. Cet abribus au milieu de la forêt, la voiture qui débarque sur scène. C'est ringard. Non, ringard, non, c'est pas du tout ringard. Mais est-ce qu'il y a l'excitation et la tension d'une nouvelle production ? Pour moi, non, parce que je trouve que par moments, les chanteurs sont placés, c'est bien fait, il n'y a pas de problème, mais qu'est-ce qui l'émeut réellement ? Je ne l'ai pas toujours senti. On se rejoint en fait, et c'est aussi ça le problème d'annoncer ça comme une nouvelle production ou comme un spectacle entre guillemets nouveau, alors que ça n'en est pas un. Bon, c'est un double problème. Mais ça, c'est un truc de com. Oui, mais c'était pas le cas avant. Avant, il y avait clairement à l'Opéra de Paris les nouvelles productions qui étaient des nouvelles productions et les reprises. Donc là, il joue sur le fait qu'on ne l'a pas vu à Paris, mais tout est dans la catégorie nouveau. Quel autre problème ça pose ? Du coup, c'est dans la même catégorie que Exterminating Angel qu'on va voir plus tard, qu'une entrée au répertoire comme Beatrice di Tenda. Qui là pour le coup sont des vraies nouveautés. Qui sont des grandes nouveautés avec des metteurs en scène qui signent une nouvelle vision qu'on est impatient de découvrir, dont on n'a aucune idée. Et au-delà du nouveau, comme l'a parfaitement dit Anna, le problème c'est que quand il y a une reprise, Klaus Guth et les metteurs en scène se déplacent pas. Ils envoient un assistant qui fait un travail sans doute formidable. Ça dépend. Il y a des metteurs en scène qui viennent. Bob Wilson, il vient parce qu'il veut régler toutes ses lumières au et ça millimètre, se sent. Warlikowski aussi, il revient. Vous voulez dire aussi qu'il a loupé en ne revenant pas peut-être des enjeux qui se sont produits entre 2008 et 2023. On a parlé par exemple du viol ou du consentement ou de la personnalité perverse. Tout à fait, surtout une œuvre comme Don Giovanni qui est tellement emblématique, qui raconte tellement de choses. Il y a eu MeToo quand même entre-temps. Voilà. Enfin, je veux dire, on peut pas nier ça. Donc comment on monte ça aujourd'hui ? Comment on l'adapte ? C'est peut-être par des petits détails, mais pour moi, on sent que il s'est rien passé depuis 15 ans dans cette mise en scène. Mais en même temps, de fait, ça nous montre qu'il avait vu les choses aussi, on pourrait dire avant tout le monde, que c'est une mise en scène avant-gardiste dans le bon sens du terme, parce que voir aujourd'hui cette représentation, comme l'a dit Anna, de femmes qui ne sont pas dans un statut victimaire complet, mais en même temps, on se pose cette question taraudante, c'est que si elles retournent vers leur agresseur, est-ce que ça veut dire qu'elles sont consentantes ? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Et c'est toute cette fascination aussi du danger, Et là où c'est passionnant, c'est que ça inscrit vraiment l'œuvre dans la trilogie Mozart da Ponte. Donc Mozart da Ponte, 3 chefs-d'œuvre, Les Noces de Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte. C'est une trilogie du désir et de
tous ces problèmes de à quel point le désir nous rend esclaves de nous-mêmes, esclaves des castes sociales dans Les Noces de Figaro, esclaves de manipulation dans Così fan tutte. Donc c'est aussi Mozart qui était visionnaire avant l'heure. On a parlé des solistes, on a parlé de la mise en scène, on a parlé du décor. Un mot sur la musique, tout de même, direction musicale du chef italien Antonello Manacorda. Vous m'avez dit, Anna Sigalevich, étrange, cette direction musicale. Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, ce que j'entends par là, c'est qu'il y a des, par moments des tempi qui sont extrêmement rapides, par moments des tempi beaucoup plus étirés. J'ai senti, alors c'était la première, mais les chanteurs un petit peu perdus. Il y avait quand même pas mal de décalage, en tout cas le soir de la première. Après, on va voir comment ça évolue. Je n'ai pas senti de souffle grand, de vision de l'œuvre et de tension dramatique importante. Voilà, c'est une direction déception qui se tient, mais qui m'a pas du tout emporté. Charles Ardenne, pour conclure. J'ai été placé assez près pour voir vraiment très précisément sa direction, selon comment on est placé dans la salle aussi, hein, c'est pas les mêmes perceptions. J'ai vu à quel point il se donnait, il s'investissait. J'en veux un peu sur cette affaire plutôt aux musiciens. Alors encore une fois, bien sûr, comme l'a dit Anna, c'était une première, c'était même le premier spectacle de la reprise. Donc ça nous arrive à tous de pas avoir nos crayons bien taillés, nos gommes bien affûtées. Pour l'orchestre de l'Opéra, Géraldine, bravo. Pour l'Orchestre de l'Opéra National de Paris, c'est problématique. Il y avait des problèmes sur des attaques, il y a des sons qui dérapaient. Ouais. Ça, voilà, c'était pas au niveau. Espérons Et ça, vous que l'expliquez ça s'améliore. Comment? Juste par curiosité. Est-ce que ça n'est pas lié aussi au sujet dont on va parler tout à l'heure, Gustavo Dudamel, et le fait que pour que les instrumentistes d'une maison soient impliqués dès le premier jour, il faut une direction ferme de l'établissement. Et ben voilà, c'est une belle transition. Voilà pour l'opéra Don Giovanni de Mozart jusqu'au 12 octobre à l'Opéra Bastille dans une mise en scène de Klaus Guth et sous la direction musicale d'Antonello Manacorda et de Giancarlo Risi en alternance. Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Et nous parlons à présent d'un album, celui de la pianiste Yuja Wang, qui rend hommage au compositeur Sergueï Rachmaninov à l'occasion du 150e anniversaire de sa naissance. D'un côté, une pianiste hors pair, Yuja Wang, de l'autre, un chef d'orchestre charismatique, Gustavo Dudamel, entouré des musiciens du Philharmonique de Los Angeles. Le résultat, cet album enregistré et publié par le label Deutsche Grammophon. On y retrouve les 4 concertos de Rachmaninov et la Rhapsodie sur un thème de Paganini, 5 œuvres pour piano et orchestre qui font partie du répertoire de Yuja Wang depuis le tout début de sa carrière. On va évidemment parler de cette pianiste avec vous deux. D'abord, Charles Ardenne, la rencontre, en tout cas le travail en commun entre Yuja Wang et Gustavo Dudamel, ça fonctionne pour vous? Ah oui, ça fonctionne. Ce sont des retrouvailles, c'est une collaboration au long cours. Ils ont déjà beaucoup travaillé ensemble, ils ont enregistré ensemble, y compris avec l'autre phalange de Dudamel, puisqu'il n'est plus à Paris, il nous a abandonnés. Alors c'est ce qu'on va éclaircir pour ceux qui ne savent pas. Donc Gustavo Dudamel a été directeur musical de l'Opéra de Paris jusqu'en 2021 et il a claqué la porte. À partir de 2021, il a claqué la porte là pour cette rentrée. Sur un contrat de 6 ans, il en a fait 2. Pourquoi c'est problématique? Parce que il s'était engagé quand même sur 6 ans. Pourquoi je suis un peu amer et il y a de quoi l'être? C'est parce que comme ce n'était plus trop le cas, on nous a servi des raisons personnelles et familiales et puis au final,
quand on creuse un peu, c'était pas pour ça visiblement du tout. Et le directeur même de l'Opéra de Paris ne les traite plus. Bon, je veux pas trop rentrer dans des polémiques. Ce qui est dommage et problématique, c'est que justement, il faut comme ça un directeur musical qui instille une vision. Et aussi, ce que quand on écoute un tel disque, ça entraîne d'autant plus de regrets que du coup, mais c'était à cause de problèmes de direction, d'investissement, d'argent. Alors justement, juste pour qu'on sache si c'était artistique. Pas d'argent. Donc, à son départ, le directeur de l'Opéra de Paris a fait un communiqué parlant des raisons familiales et ensuite il a donné une interview en disant que le problème c'était l'Opéra de Paris qui est un ogre. Voilà, donc c'est toute cette grosse machine, des difficultés d'organiser des tournées, des difficultés. Voilà, quand on est directeur musical, Gustavo Dudamel, il adore diriger, mais ce qu'a dit le directeur de l'Opéra de Paris, c'est que le reste de la fonction, et c'est aussi une fonction de statutaire, administrative, de direction, ça l'intéresse. Et puis c'est un chef symphonique aussi, Dudamel. Et justement, et c'est pour ça que ça fonctionne avec Sigalevitch, avec Yuja Wang et l'orchestre symphonique de Los Angeles. Oui, ça fonctionne. Alors c'est quand même, en plus quand on les voit tous les deux, ces deux personnalités, ils sont doués comme des cochons tous les deux. Enfin, franchement, c'est deux surdoués, et donc la rencontre entre deux surdoués là, ça fait des étincelles, et c'est extrêmement joyeux, et on sent que tout est facile. Elle s'envoie des morceaux d'une virtuosité avec une facilité extrême. Lui, il dirige ça aussi avec beaucoup de panache. Donc c'est ça, je trouve, qui se dégage avant tout du disque, une vitalité, une fraîcheur et une facilité à jouer cette musique qui est tout sauf facile quand même. Alors c'est de la musique difficile, mais c'est de la musique qui est gratifiante. Donc et ça, ils aiment tous les deux ça, et donc ils prennent un plaisir fou. Donc ça, je dirais que c'est la première chose qui se dégage immédiatement de ce disque. Charles Ardenne, sur Yuja Wang, en quelques mots, son parcours, comment elle en est arrivée là? Parce que elle est quand même assez incroyable en termes de parcours et de reconnaissance. C'est ce type de parcours assez surdoué, de famille. Alors pour elle, de famille musicale. On n'a pas non plus la success story absolue de quelqu'un qui viendrait du peuple et qui n'aurait eu aucun accès à la musique. Non, elle est d'une famille de musiciens, mais bien entendu, elle est de ses parcours, un peu comme Rachmaninoff d'ailleurs, en son temps, très tôt repéré pour des qualités, des dons, et que des professeurs et des institutions vont savoir orienter, notamment avec un déménagement aux États-Unis pour Yuja Wang. Rachmaninoff aussi, il déménagera aux États-Unis, bien plus tard et pour d'autres raisons, pour faire la révolution de 17, bien sûr, notamment, et puis la guerre. Mais voilà, c'est un parcours brillant. Et alors, ce que j'ai trouvé incroyable, encore une fois, dans cet album, justement, comme le dit très bien Anna, c'est qu'on a cette image de ces deux artistes, Dudamel et Yuja Wang, qui sont des bêtes de scène, qui sont des people aussi, qui ont une image incroyable, qui peuvent faire la une des magazines, mais leur célébrité est liée à leur talent technique, à leur maîtrise. Et ce qui m'a vraiment le plus impressionné, encore une fois, dans cet album, c'est qu'ils sont pas du tout dans l'excès, dans la virtuosité flamboyante. Ils sont dans la vraie virtuosité. Et la vraie virtuosité, c'est une maîtrise technique qui est jamais dans l'excès, ni dans le trop, ni dans le trop peu, qui vraiment se met au service de la musique. Ils mettent toute leur inspiration, toute leur expression au service de la musique. Il y a 6 mois, sur le même label Deutsche Grammophon, a été réédité le même programme, les 4 concertos de Rachmaninoff et puis les variations Paganini par Daniel Trifonov avec Yannick Nézet-Séguin, le Philadelphia Orchestra, qui est un peu, ce sera un peu une autre dream team, on pourrait dire, pour ce répertoire. Et du coup, je l'ai réécouté un peu aussi en parallèle. Trifonov, lui, ça s'envole, ça s'élève, c'est un avion à réaction. À l'inverse, quand on écoute en comparaison Yuja Wang Dudamel, c'est sérieux, c'est plus carré. C'est plus carré. C'est la musique. Anna Sigalevitch, vous la reconnaissez à l'oreille quand elle joue Yuja Wang? Je sais pas. Vous savez, il faut se méfier de soi-même, parce que parfois on croit très bien connaître, puis on se fait complètement avoir. Donc je n'aurais pas cette prétention. Mais c'est plus précis. Mais non, c'est pas que c'est plus précis. Moi, je vais vous dire, entre les deux, je préfère largement la version de Trifonov et de Nézet-Séguin. Voilà. Franchement, je trouve que c'est très bien la version de Yuja Wang et de Dudamel. C'est du beau piano, c'est du piano qui sonne, qui est ample. Il y a en effet une virtuosité très facile. Il y a de la rigueur aussi, parce que Charles a raison quand il dit attention, c'est des personnages people, médiatiques, etc. Mais musicalement,
ils sont pas du tout comme ça. Yuja Wang, je le rappelle, hein, elle arrive en scène avec des tenues complètement invraisemblables. Enfin, invraisemblables, non, pas invraisemblables, disons voyantes. Micro-jupe, robe pailletée, talons de 15 cm, coupe de cheveux un peu. C'est presque un personnage de manga, mais il y a aucun cinéma dans son jeu. Il y a aucun effet, il y a aucun effet de manche. Enfin, c'est voilà. Et Dudamel, c'est pareil, c'est des grandes personnalités, mais ils sont concentrés sur la musique. Pour ce programme, je trouve que c'est de la très belle musique, c'est très bien fait, c'est large, c'est très américain comme sonorité, c'est-à-dire que c'est rond, c'est ample, c'est hyper séduisant. Vraiment, ça ravit l'oreille de bout en bout. Pour moi, Trifonov, il y a un mystère, il y a un drame, il y a quelque chose de plus métaphysique qui me touche plus profondément. Voilà, là, je prends énormément de plaisir à écouter, mais je tombe pas de ma chaise comme je peux avec Trifonov, franchement. Et pour ceux qui ne connaissent pas bien la musique classique et Rachmaninov, ils vont quand même reconnaître une petite mélodie. Charles Ardenne. Il y a beaucoup de plaisir d'être critique musicale. Un des plaisirs les plus délicieux et savoureux, c'est d'aller à un concert où on joue le deuxième concerto de Rachmaninov, ce deuxième mouvement, et de regarder les voisins qui disent mais c'est Céline Dion. Eh bien oui, c'est la même musique, c'est la même mélodie. Eric Carmen a eu beaucoup de problèmes d'ailleurs. Il a dû reverser 12% de ses royalties aux héritiers de Rachmaninov. All by myself, pour ceux qui n'auraient pas reconnu, et on chantera pas. Merci beaucoup Charles Ardenne d'être venu. Anna Sigalevitch, avant de partir, un coup de cœur que vous vouliez nous partager. Un coup de cœur, grand coffret Calas qui sort vendredi, avec, donc il y avait eu le coffret d'abord des enregistrements studio, le coffret des enregistrements live. Aujourd'hui, tout est réuni. Ça sort chez Warner vendredi pour les 100 ans de la naissance de Calas. Il y a tout. Donc voilà, c'est merveilleux. C'est toujours aussi magique. C'est une voix un timbre qui immédiatement, là pour le coup, paf, nous transperce et nous touche au cœur. Et il y a ces premiers enregistrements en 49, en 52, jusqu'à aujourd'hui. On voit toute l'étendue de la voix et tout son génie. Voilà. Qu'on soit connaisseur ou néophyte, c'est quand même un coffret extraordinaire que je recommande chaleureusement. Et vous nous emportez. On mettra évidemment les références sur le site de France Culture à la page de l'émission Les Midis de Culture. Merci beaucoup Anna Sigalevitch, journaliste et autrice. Merci à vous Charles Ardenne, directeur des contenus de l'Eurix et de Classiqueo. Et on se retrouve dans quelques instants pour la suite des Midis de Culture.